Je me dis pourquoi pas peut-être avec TF1 pouvoir après à l'issue quelque chose. développer ce projet. En tout cas là j'en ai fait un court-métrage. Pendant des années, Lola Marois a cru vivre à l'abri du chaos. Une maison calme, un couple admiré, une confiance presque aveugle. Mais comment une femme qui pensait tout maîtriser peut-elle voir sa vie basculer à cause d'un simple message apparu sur un écran de téléphone? Pourquoi les signes les plus inquiétants sont-ils souvent les plus discrets? À quel moment l'amour cesse-t-il d'être un refuge pour devenir une prison silencieuse? Et surtout, comment survivre quand la trahison ne vient pas d'un étranger, mais d'un visage que l'on serre chaque soir contre soi? Cette histoire n'est pas seulement celle d'une infidélité, c'est celle d'une chute intérieure, d'un effondrement progressif que personne n'a vu venir, sauf peut-être Lola elle-même, car derrière les sourires publics, quelque chose s'était déjà fissuré, et ce qui allait être découvert ne laisserait plus jamais rien intact. Lola Marois naît le 5 novembre 1982 à Paris. Dès l'enfance, elle montre un tempérament de feu mêlé à une sensibilité presque douloureuse. Fille d'une mère espagnole au caractère bien trempé et d'un père absent, Lola grandit dans une atmosphère où l'émotion prime sur la raison. Elle s'oriente tôt vers les arts dramatiques, se forgeant une personnalité entre provocation et quête d'authenticité. Mais ce n'est pas seulement le théâtre qui la révèle au grand public, c'est son amour, ou plutôt celui qu'elle incarne aux yeux du monde, une relation publique avec l'humoriste Jean-Marie Bigard, de 28 ans son aîné, qu'elle épouse en 2011. Aux yeux des médias, ce couple improbable devient une énigme fascinante. Lui, célèbre pour son humour cru et ses provocations, elle, comédienne en quête de reconnaissance, belle, vive, parfois insaisissable. Le contraste amuse autant qu'il intrigue, mais derrière cette façade médiatique, une alchimie réelle semble exister. Lola parle souvent de Jean-Marie comme d'un roc, un homme qui l'a comprise, l'a soutenue et surtout l'a protégée de ses propres ombres. La presse people s'amuse, mais Lola s'en moque. Elle poursuit sa carrière, enchaîne rôles et pièces, tout en construisant une famille discrète. En 2012, elle donne naissance à des jumeaux. Le duo Bigard-Marois semble alors incarner un certain modèle alternatif de bonheur, décalé, atypique, mais soudé. Sur les plateaux, elle évoque souvent leur complicité, leur liberté, leur manière unique de vivre à la marge des conventions. Beaucoup y voient une forme d'antidote au conformisme bourgeois. Mais dans l'intimité, les contours de cette stabilité sont moins nets. Lola confiera plus tard que son besoin d'amour et d'approbation venait d'un vide profond, d'un sentiment ancien d'abandon. « J'ai toujours cherché un regard qui me rassure », dira-t-elle lors d'une entrevue. Et ce regard, elle pensait l'avoir trouvé. Pendant longtemps, rien ne semblait pouvoir troubler cette paix fragile, jusqu'à ce que certains gestes changent. À partir de 2020, les proches de couple notent une évolution subtile. Jean-Marie, autrefois très démonstratif, devient plus distant. Les messages s'échappent furtivement de son téléphone, les discussions se font plus brèves. Un soir, Lola raconte avoir préparé un dîner d'anniversaire surprise. Il l'a oublié. Elle en rit sur les réseaux sociaux, masque sa peine sous l'humour. Mais quelque chose au fond d'elle commence à se tendre. Une intuition? Une peur? Et puis il y a ce moment précis, en 2022. Un dîner chez des amis. Lola remarque que son mari échange discrètement des regards avec une femme. Une connaissance, habituée des mêmes cercles. Rien d'alarmant en apparence. Mais dans la voiture du retour, un silence lourd s'installe. Elle ne dit rien, pas encore, car Lola a toujours préféré observer avant d'affronter. Mais cette fois, son instinct ne la laissera pas tranquille. À partir de cette soirée, le doute s'installe comme une présence invisible. Rien de frontal, rien d'évident, juste une accumulation de détails, ces signes que l'on préfère ignorer tant qu'ils ne forment pas encore une preuve. Lola continue de travailler, de jouer, d'apparaître souriante en public. Elle protège son couple comme on protège un secret fragile, persuadée que nommer la peur pourrait lui donner corps. Dans son esprit, il ne s'agit pas d'une trahison, mais d'un passage à vide. Après tout, les années passent, la routine s'installe, et même les couples les plus solides traversent des zones d'ombre. Pourtant, dans l'appartement parisien qu'ils partagent, l'atmosphère a changé. Les silences sont plus lourds, les gestes moins tendres. Les conversations s'arrêtent dès qu'elle entre dans une pièce. Lola observe, analyse, tente de rationaliser. Elle se répète que l'homme qu'elle aime n'est pas de ceux qui mentent, qu'il n'a jamais trahi, qu'il n'en serait simplement pas capable. Cette certitude devient son dernier rempart. Mais un soir d'hiver, tout bascule, par hasard, ou peut-être par nécessité.
Sur une table, un téléphone s'illumine. Lola ne fouille pas, ne cherche rien. Elle jette un regard distrait et s'arrête net. Quelques mots suffisent, un message bref mais sans équivoque, des remerciements pour une soirée passée ensemble, une phrase chargée de tendresse, une promesse implicite de se revoir, et surtout une signature féminine qu'elle reconnaît immédiatement. Pas une inconnue, pas une silhouette anonyme, quelqu'un qu'elle a déjà accueilli chez elle, quelqu'un qui a partagé des rires, des dîners, des moments de confiance. Le choc est silencieux, pas de cris, pas de larmes immédiates. Lola décrit plus tard cette sensation étrange, celle de voir sa propre vie se dérouler à distance, comme si elle n'était plus l'actrice principale. Le monde ne s'effondre pas d'un coup, il se fissure lentement, méthodiquement. Elle referme le téléphone, s'assoit, attend. Une partie d'elle espère encore une explication rationnelle, une erreur, un malentendu. Mais au fond, elle sait déjà. Les jours suivants, Lola se transforme en enquêtrice malgré elle, sans éclat, sans confrontation. Elle recoupe des dates, des absences, des incohérences. Elle découvre que la relation ne date pas d'hier, qu'elle s'est étendue sur plus d'un an de mensonges discrets, des récits réécrits, d'alibis soigneusement construits. Chaque nouvelle pièce du puzzle est une blessure supplémentaire. La trahison ne vient plus seulement de l'homme qu'elle aime, mais de l'univers social qui l'entoure. Qui la savait? Qui l'a vu? Qui s'est tu? Lorsqu'elle confronte enfin son mari, Jean-Marie Bigard, la scène n'a rien de spectaculaire. Pas de déni absolu, pas de colère violente, juste un aveu. Il parle d'étouffement, de besoin de reconnaissance, d'une écoute qu'il aurait trouvée ailleurs, des mots qui tombent à plat. Car pour Lola, ce ne sont pas les raisons qui comptent, mais le constat. Tout ce qu'elle croyait solide reposait sur une illusion. À cet instant précis, quelque chose se brise définitivement. Pas seulement un mariage, mais une image d'elle-même, une identité construite autour de la confiance et du don de soi. Et dans ce silence qui suit l'aveu, une question commence à la hanter. Que reste-t-il quand l'amour sur lequel on a tout bâti disparaît? Avant que la chute ne s'impose, il y avait eu le sommet. Un temps où Lola Marois semblait briller de mille feux. Sa carrière d'actrice, longtemps restée à la marge, avait enfin trouvé un rythme régulier. Son rôle dans la série populaire Plus belle la vie lui offrait une visibilité constante, un amour du public franc et surtout une forme de reconnaissance qu'elle avait longtemps cherchée. À l'écran, elle incarnait une femme forte, libre, parfois rebelle. Des reflets d'elle-même, mais en plus maîtrisé, en plus serein. Dans les médias, on la disait lumineuse, magnétique, authentique. Et au cœur de ce rayonnement, toujours cette histoire d'amour atypique avec Jean-Marie Bigard. Il faisait la une des tabloïds autant que celle des journaux télévisés. Ensemble, ils formaient un couple que l'on n'osait pas juger, car ils semblaient fonctionner avec une alchimie qui échappait aux normes. Il y avait chez eux une forme de sincérité désarmante. Elle, solaire, intense, passionnée, lui, provocateur assumé, mais d'une tendresse tangible dès qu'il s'agissait de sa femme. Lola, dans les interviews, parlait souvent de sauvetage. Elle décrivait son compagnon comme celui qui avait vu au-delà des blessures, au-delà des colères. « Il m'a apaisé », disait-elle, et ce mot revenait souvent, apaisement. Elle, qui avait grandi dans le bruit du manque, semblait enfin avoir trouvé son silence. La naissance des jumeaux, en 2012, n'avait fait que renforcer cette impression de stabilité gagnée de haute lutte. Ils étaient sa lumière du matin, comme elle les appelait tendrement sur les réseaux. Le couple ne se contentait pas de se montrer, ils se défendaient mutuellement, prenaient position dans l'espace médiatique, affirmaient leur choix, leur humour parfois tranchant, leur manière d'être hors cadre. Quand Jean-Marie subissait des critiques, Lola montait au créneau. Quand Lola faisait l'objet de moqueries ou d'attaques sexistes, Jean-Marie se transformait en bouclier. Cette solidarité publique alimentait une image d'unité. Pour beaucoup, il représentait l'antithèse du couple fabriqué, une preuve qu'on peut durer malgré les différences, malgré les décennies d'écart, malgré les projecteurs. Et Lola, loin de se contenter du rôle de femme d'eux, affirmait son identité. Elle écrivait, chantait, publiait des textes personnels. Elle parlait de la maternité avec honnêteté, évoquait sans phare ses angoisses, sa peur de ne pas être à la hauteur. Chaque apparition devenait un espace de vérité, ce qui la rendait d'autant plus proche du public. Elle n'était pas seulement admirée, elle était comprise, suivie, soutenue.
Ce qu'on ignorait à ce moment-là, c'est que cette lumière éclatante était aussi le théâtre d'un déséquilibre plus profond, que derrière les photos complices, les mains entrelacées, les regards échangés en public, un vide s'installait, subtil d'abord, presque imperceptible, mais réel. La fatigue, le poids du regard des autres, le besoin parfois de se retrouver seule. Lola n'en parlait pas, elle ne le savait peut-être même pas encore, mais le verre était là, minuscule, tapi dans l'ombre des habitudes. Ce paradoxe, être au sommet de sa vie publique tout en sentant une faille s'ouvrir dans l'intime, allait devenir le cœur de sa tragédie. Car on n'est pas dans la défaite que l'on est le plus vulnérable, mais au sommet, lorsque l'on pense que plus rien ne peut nous atteindre. Dans cette période de reconnaissance et de pleine exposition médiatique, Lola semblait marcher sur un fil. Sa présence sur les plateaux de télévision était régulière, ses publications sur les réseaux sociaux soigneusement choisies, souvent empreintes d'humour, parfois de tendresse. Elle incarnait une forme de réussite contemporaine, une femme accomplie, mère de famille, artiste engagée, libre de ton et d'allure. Mais ceux qui regardaient de plus près pouvaient déjà percevoir une tension sous-jacente, une forme de fatigue dans le regard, des silences trop longs après certaines questions, une ironie qui cachait peut-être plus de choses qu'elle ne laissait paraître. Jean-Marie, de son côté, continuait à faire parler de lui, souvent à travers des polémiques ou des prises de position provocatrices. Il défendait ses convictions avec virulence, parfois au prix de clashs médiatiques violents. Lola, bien que loyale, semblait parfois épuisée par cette agitation constante. Dans certaines émissions, elle lâchait des phrases apparence anodines. « Il est épuisant mais je l'aime » ou encore « Parfois j'aimerais qu'il écoute au lieu de répondre ». Des aveux voilés, des signaux d'alerte que personne n'a voulu entendre. Leur notoriété devenait aussi un piège. Le moindre geste, la moindre phrase pouvait faire l'objet d'une interprétation, d'un article à clic, d'une réaction disproportionnée. Et dans ce brouhaha, la parole de Lola, pourtant franche et directe, semblait parfois se perdre. Pour elle, qui avait toujours eu besoin de contrôle sur sa narration, cette perte de maîtrise sur son image était une blessure invisible. Elle ne voulait pas être résumée à « la femme de Bigard » ni à « l'actrice sexy de la télé ». Elle voulait exister, pleinement, avec ses nuances, ses contradictions, ses failles. Mais comment maintenir cet équilibre quand l'intime commence à se fissurer, quand les regards complices deviennent mécaniques, quand les rendez-vous sont manqués, les attentions oubliées, les bras absents? Lola, femme de scène, excellait dans l'art de faire bonne figure. Elle savait parler avec assurance, poser pour les photographes, répondre aux interviews avec une énergie désarmante. Pourtant, dès que les caméras s'éteignaient, elle avouera plus tard ressentir un vertige. « Je rentrais chez moi et j'avais l'impression de ne plus exister ». Dans ses rares confidences ultérieures, elle évoquera cette période comme celle d'un rôle de composition. Elle jouait à être heureuse. Elle faisait semblant de ne rien voir, par peur de ce qu'elle découvrirait si elle grattait trop la surface, ou parce qu'elle espérait au fond que ce n'était qu'une phase, un éloignement passager, une fatigue de couple comme tant d'autres, peut-être un peu des deux. Mais à force de jouer à faire semblant, elle s'était perdue. Chaque mensonge, chaque doute étouffé devenait une couche de plus sur une blessure non cicatrisée. Et dans cette accumulation de non-dits, la vérité ne faisait que grandir, à l'abri du regard des autres, prête à exploser. L'ironie cruelle du destin voulait que ce soit au moment où elle semblait tout avoir, succès, amour, reconnaissance, que tout commençait à se désintégrer. Et ce qui allait venir ne serait pas une simple séparation, mais une déflagration émotionnelle, un effondrement existentiel. Car on ne trahit pas impunément une femme qui a tout donné, tout cru, tout espéré. Ce qui rend cette histoire plus douloureuse encore, c'est la manière dont elle s'est infiltrée, lentement, dans l'intimité de Lola. Loin des feux de la rampe, la vérité s'est installée comme une goutte d'eau qui tombe toujours au même endroit, jusqu'à creuser une brèche irréversible. Après la découverte du message et les suspicions confirmées, Lola n'est pas entrée dans une colère explosive. Elle s'est refermée. Elle a fait ce que font les femmes blessées mais dignes. Elle a gardé la tête haute, du moins en apparence. Elle a continué à avancer, à sourire, à répondre « ça va » aux questions, tout en sachant que quelque chose en elle s'était effondré. Car ce n'était pas seulement un adultère, ce n'était pas qu'un écart sexuel ou affectif, c'était une déchirure identitaire. La femme forte, indépendante, lucide qu'elle croyait être, n'avait rien vu venir. Ou plutôt, elle avait vu, mais n'avait pas voulu croire. Et cette prise de conscience, lente,
acide, insidieuse, allait ronger toutes ses certitudes. Elle ne doutait pas seulement de lui, elle doutait d'elle-même. C'est à ce moment-là que les premiers signes de désorientation sont apparus. Des pertes d'appétit, des nuits sans sommeil, un désintérêt soudain pour les projets qu'elle portait depuis des mois. Lola, d'ordinaire solaire et vive, devenait l'ombre d'elle-même. Elle évitait les amis, répondait à peine aux messages, restait enfermée pendant des heures à fixer le plafond. Une amie proche confiera plus tard, c'était comme si elle disparaissait à petit feu, et personne ne savait quoi faire. La situation a atteint un point critique lorsqu'un jour elle a disparu pendant plusieurs heures. Son téléphone éteignait, ses proches dans l'angoisse. C'est en pleine nuit qu'on l'a retrouvée, près du quai de la Seine, assise sur un banc, en larmes, épuisée, le regard vide. Elle n'avait pas fugué, elle n'avait pas tenté de mettre fin à ses jours, mais elle s'était perdue, littéralement, symboliquement. Ce moment est devenu pour elle un signal d'alarme. Elle dira plus tard « Ce soir-là, je me suis rendu compte que j'arrivais au bout. Pas au bout de ma vie, mais au bout de moi. » Dans les semaines suivantes, Lola entame un travail de reconstruction, un cheminement intérieur, long et douloureux. Elle consulte, elle écrit, elle se replie, puis réapparaît par bribes. Sur Instagram, elle poste des citations, des chansons, des images de mère agitée. À demi-mot, elle parle de renaissance, de blessure, de résilience. Mais à aucun moment elle ne désigne, elle ne nomme ni l'homme, ni la femme, ni la faute. Peut-être par élégance, peut-être par fatigue, ou parce qu'au fond ce n'est pas le coupable qui l'intéresse, mais ce qu'on fait de la douleur quand elle devient trop grande pour être dite. Le public, longtemps tenu à l'écart de ce drame intime, commence alors à deviner. Des journalistes tentent de faire parler, mais Lola garde le contrôle. Ce qu'elle livre est une version maîtrisée, sublimée, artistique, une manière de reprendre possession de sa voix, de dire « je ne suis pas ce qui m'est arrivé, je suis ce que j'en fais ». Mais derrière cette force affichée, l'onde de choc est bien là. Car même si elle se relève, même si elle recrée, même si elle sourit à nouveau, quelque chose a changé. Un éclat s'est éteint, une part d'elle a été laissée dans cette nuit glaciale au bord de la Seine. Et le monde qu'elle avait bâti, entre fiction et réalité, s'était déjà écroulé, bien avant que quiconque ne le remarque. Le plus troublant dans cette affaire, ce n'est pas tant la trahison elle-même, c'est l'identité de celle qui l'a rendue possible. Celle que Lola Marois découvre au cœur de cette liaison cachée n'est pas une inconnue croisée dans l'ombre d'un tournage ou lors d'une soirée mondaine. Non, c'est une femme de leur cercle privé. Une personne qu'elle avait invitée à dîner, qui avait ri autour de sa table, partagé des souvenirs, bu son vin. Une amie de la maison. Ce que la presse appellera plus tard, avec une ironie cruelle, une trahison en terrain familier. Lorsque Lola comprend cela, elle ne ressent pas seulement une blessure sentimentale, elle ressent une humiliation profonde. Comme si le mensonge s'était infiltré jusque dans ses murs, dans ses verres à pied, dans les rires enregistrés sur les photos. L'image d'un foyer, son foyer, devient alors suspecte. Chaque instant partagé est réexaminé à la lumière de cette révélation. Combien de regards, de gestes, d'absences s'expliquent aujourd'hui avec une précision glaçante. Ce qui s'ensuit n'est pas un éclat public. Lola ne dénonce pas, elle ne publie pas de communiqué, ne se livre pas à la presse. Mais ceux qui l'entourent sentent le vent tourner. Une distance s'installe, subtile mais tranchante. Certaines amitiés se figent, d'autres se dissolvent sans bruit. Elle coupe les ponts avec plusieurs proches sans explication. Et dans le silence, chacun comprend. L'affaire est réelle et elle fait mal. Selon certaines sources proches du couple, relayées par quelques médias people, Lola aurait tenté une confrontation avec cette femme. Pas pour se battre, pas pour hurler, mais pour comprendre. Comprendre comment une telle proximité avait pu masquer un tel venin. La réponse, si elle est venue, n'a pas apaisé. Ce n'était pas contre toi, aurait dit l'autre. Mais comment croire à une neutralité dans un acte aussi chargé? Peut-on trahir sans viser? La presse commence alors à s'emparer de l'affaire, d'abord timidement. Un article évoque un possible éloignement entre Lola et Jean-Marie Bigard. Un autre mentionne une période de fragilité. Puis viennent les rumeurs plus précises. Une liaison, une femme connue du cercle amical, un couple au bord de la rupture. Mais Lola ne réagit pas. Elle laisse flotter les mots. Elle refuse de se faire happer. Peut-être parce qu'elle sait qu'il n'y a rien à gagner à laver son linge sale en public, ou parce qu'elle garde pour elle la violence du choc. Mais le scandale est là.
non pas dans les titres racoleurs, mais dans la manière dont la vérité perce malgré tout. Sur les plateaux, certains animateurs évoquent la situation à demi-mot, des invités sourient d'un coin, d'autres éludent. Jean-Marie, fidèle à lui-même, botte en touche ou tente l'humour, mais personne n'est dupe. Quelque chose s'est passé, quelque chose d'irrémédiable. Pour Lola, cette exposition médiatique est un supplice supplémentaire. Non seulement elle souffre, mais elle doit souffrir sous le regard de tous. Chaque photo prise dans la rue, chaque article publié, chaque mot prononcé à la radio devient un miroir déformant de sa douleur. Et pourtant, elle tient. Elle garde la ligne. Elle encaisse. Comme si sa dignité était le dernier rempart contre l'effondrement total. Mais combien de temps peut-on résister quand tout autour de soi s'écroule lentement mais sûrement? Ce que la presse n'a pas su raconter, c'est l'après. Ce qui se joue une fois que les projecteurs se sont détournés, que les curieux ont cliqué puis oublié, que le scandale a laissé place au silence. Pour Lola Marois, ce silence fut d'abord un vide assourdissant, une absence de repères, plus de couple, plus de foyer, plus de certitude, mais surtout plus de confiance, dans l'autre, dans celle-même, dans la possibilité même d'un « nous » qui résiste. Elle dira plus tard qu'elle s'est sentie décalée, comme si tout autour d'elle continuait de tourner alors qu'elle, intérieurement, était figée. Une sorte de mort lente, discrète, que personne ne voit mais que l'on vit à chaque seconde. On ne vous apprend pas à vous reconstruire après ça, confiera-t-elle à demi-mot dans une interview où elle refusait toujours de nommer les protagonistes, par pudeur ou pour se protéger encore un peu. Certains proches parleront de nuits blanches, de crises d'angoisse, de moments d'égarement. D'un épisode en particulier, lorsque Lola s'est enfermée pendant plusieurs jours, coupant tout contact, comme si elle voulait disparaître du monde. À ce moment-là, plus personne ne parlait de la femme forte et libre. On s'inquiétait, on espérait qu'elle tienne. Et c'est dans ce climat d'inquiétude que la rumeur d'un message d'adieu commence à circuler. L'existence de cette lettre, manuscrite, posée sur un meuble de l'appartement parisien, n'a jamais été confirmée officiellement. Mais plusieurs sources affirment qu'elle contenait des mots de détresse, non pas une volonté de mourir, mais un cri muet, un appel lancé dans le vide, une confession sans destinataire, un besoin vital de poser les armes. Et selon les proches, c'est ce message qui aurait alerté un de ses amis, venu la chercher, la convaincre de parler, de ne pas s'effacer. Lola aurait alors accepté une prise en charge temporaire, une sorte de pause nécessaire, loin des bruits, loin des obligations, loin d'elle-même aussi. Ce repli ne fut pas une défaite, mais un acte de survie. Un moyen de dire « je ne vais pas bien, mais je refuse de sombrer ». Un choix courageux, dans une société qui exige des femmes qu'elles restent dignes, fortes, belles, même dans l'abîme. Et c'est peut-être là que réside le cœur du scandale. Pas dans l'adultère, pas dans le nom de la rivale, mais dans cette blessure nue, offerte au monde, sans filtre ni posture. Une femme célèbre, admirée, qui avoue avoir vacillé, qui ne joue plus, qui ne ment plus, qui dit simplement « j'ai eu mal ». Et cette vérité-là, trop humaine, trop dérangeante, échappe au format médiatique. Ce que Lola Marois a vécu, ce n'est pas seulement l'effondrement d'un couple, c'est l'effondrement d'un récit, d'une illusion, d'une version d'elle-même qu'elle avait voulu croire inaltérable. Elle n'a pas sombré, elle s'est effondrée. Ce n'est pas la même chose, car de l'effondrement, on peut renaître. Mais avant de se relever, il faut passer par la chute, l'accepter, la traverser, et affronter le regard des autres, ce regard qui trop souvent juge au lieu de comprendre. Un regard qui exige des coupables, des raisons, des slogans, et qui oublie que parfois, le vrai scandale, c'est juste une femme qui pleure seule dans la nuit, sans que personne ne lui demande pourquoi. On dit souvent que le temps guérit tout, mais certaines blessures ne cherchent pas à guérir. Elles changent celui ou celle qui les porte. Lola Marois, après avoir traversé la tempête, n'est jamais vraiment redevenue la femme qu'elle était avant. Non pas qu'elle soit restée figée dans la douleur, mais parce que cette douleur a redéfini ses contours, ses priorités, sa manière d'exister dans le monde. Après le tumulte, elle tente de reprendre pied, doucement, avec pudeur. Elle réapparaît sur les réseaux sociaux, distillant des messages aux accents philosophiques, parfois mystiques, souvent mélancoliques. Elle écrit sur la perte, la transformation, la résilience. Elle évoque les fractures invisibles que chacun porte, les batailles muettes menées en silence. Le ton est nouveau, plus grave, plus habité.
Professionnellement, elle marque une pause. Elle décline certaines propositions, reporte des tournages. Elle ne cherche plus à tout prix la lumière. Comme si la notoriété, autrefois convoitée, lui semblait désormais étrangère, voire toxique. Elle dira plus tard « Le regard du public peut être un baume ou un poison. J'en ai trop pris. J'ai besoin d'air. » Ce recul est salutaire, mais il inquiète certains de ses proches, car dans ce retrait, on sent toujours une fêlure. L'histoire de Lola Marois ne se termine pas par un scandale retentissant, ni par une vengeance spectaculaire. Elle s'achève dans quelque chose de bien plus dérangeant. Le silence. Le silence après la tempête, celui qui ne fait pas de bruit, mais qui change tout. Car au bout de cette traversée, il ne reste ni gagnant, ni coupable officiellement désigné. Il reste une femme qui a compris que l'amour peut être un lieu de construction autant qu'un terrain de ruine. Ce que Lola a perdu n'est pas seulement un mari, ni même un couple. Elle a perdu une croyance, celle que la loyauté protège de tout, celle que donner sans compter garantit de recevoir en retour. Cette illusion-là s'est brisée sans éclat, mais avec une violence sourde. Et c'est peut-être pour cela que cette histoire touche autant. Parce qu'elle ne parle pas d'excès, mais de quotidien. Pas de drame spectaculaire, mais d'un basculement intérieur que beaucoup reconnaissent sans oser le nommer. Avec le recul, Lola ne se présente ni comme une victime, ni comme une héroïne. Elle refuse les récits trop simples. Elle sait désormais que la vie ne se divise pas entre ceux qui souffrent et ceux qui sont épargnés, mais entre ceux qui regardent la douleur en face et ceux qui la fuient. Elle a regardé. Et ce regard a laissé des traces. Sa séparation définitive marque la fin d'un chapitre, mais aussi le début d'une autre existence, plus sobre, plus vigilante, moins naïve peut-être, mais plus alignée. Car si la trahison a détruit une part d'elle, elle lui a aussi retiré le poids de la façade. Lola n'a plus besoin de prouver qu'elle va bien, elle n'a plus besoin de jouer à être forte. Elle avance désormais sans masque. Et c'est là peut-être la vraie question que cette histoire nous laisse. Que faisons-nous quand l'amour nous trahit? Cherchons-nous un coupable à désigner, une version à défendre, ou acceptons-nous que certaines blessures ne demandent ni explication ni justice, mais seulement du temps et du silence? Lola Marois ne livre pas de leçons. Elle laisse une empreinte, celle d'une femme qui a appris, dans la douleur, que survivre n'est pas revenir comme avant, c'est accepter de devenir autre. Et parfois, cette transformation, aussi cruelle soit-elle, est la seule manière de continuer à vivre sans se mentir.